Bonjour à tous, 6e épisode du podcast Une vie d'expat et cet épisode va venir clôturer la première saison de ce podcast et dans cet épisode on va revenir aux sources de cette chaîne, c'est-à-dire l'Asie, on va aller sur le continent asiatique, on va aller plus précisément en Thaïlande et on va discuter avec Théophile Hélier qui est l'une des plus grandes figures du web entrepreneuriat français. On va discuter avec lui de son expatriation en Thaïlande de plusieurs années mais aussi de son expérience à Malte, son expérience en Espagne. On va aussi beaucoup parler de sa vision de la France. Et forcément, on va parler entrepreneuriat. Pour des raisons techniques, ce dernier épisode, il est seulement disponible en audio, mais il y a énormément de valeur dans ce podcast. J'espère que ça va vous plaire. Générique. Et bien du coup, merci Théophile de prendre le temps de répondre à mes questions. Toi, tu as eu pas mal d'expériences d'expatrié, tu es parti assez tôt, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat en ligne depuis quelques années maintenant. Aujourd'hui, tu as un des noms et des visages les plus connus du web entrepreneuriat. Et très vite, tu as pris la décision de quitter la France pour tes activités. Et même si beaucoup de personnes connaissent ton nom, connaissent ton visage, t'ont découvert sur les réseaux, sur Internet, sur YouTube, un petit peu partout, on connaît pas forcément ton parcours en entier, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce qui s'est passé pour toi et pourquoi tu as bougé. Du coup, est-ce que tu peux revenir comme ça en quelques phrases, en quelques lignes sur ton parcours et ce que tu as fait jusqu'à maintenant depuis que tu t'es lancé? Bien sûr, déjà, bonjour à tous. Merci à toi Clément de m'accueillir sur ta chaîne. Ça me fait très plaisir. Et sur ce podcast, parce que j'aime beaucoup ton parcours aussi. Je me revois dans tes débuts et je suis très content de voir qu'il y en a qui ont faim, qui font des choses avec le même état d'esprit avec lequel j'ai commencé. Et je trouve ça génial. Donc déjà, merci. Alors, tout a commencé pour moi lorsque j'ai commencé à vendre un premier e-book, un premier livre numérique, donc 80 fiches de révision pour réussir son BTS NRC. Et donc, ces premières fiches de révision, étonnamment, m'ont rapporté dès le premier jour. Donc, j'étais très sceptique et je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'ai à perdre? Pas grand-chose, quelques minutes de ma vie. Et qu'est-ce que j'ai à gagner? Bon, potentiellement, gagner un complément de revenu. Je pensais pas atteindre l'indépendance financière avec ça. Mais le premier mois, j'ai fait 140 €, le deuxième, le double. Et au bout de 4 mois, je faisais 1600 € par mois avec un PDF. Et donc, j'ai commencé à avoir de nouvelles opportunités. Et à mes 21 ans, j'ai commencé à gagner assez bien ma vie pour tout simplement m'expatrier. Mon rêve, c'était de partir en Asie. Même avant de faire des business en ligne, je voulais étudier en Asie. Mais par manque de trésorerie, on va dire, c'était impossible. Et donc, à mes 21 ans, je réalise mon rêve entre guillemets. Donc, je pars m'expatrier en Thaïlande pendant à peu près 1 an, à Chiang Mai. Et ensuite, j'ai fait un petit tour de l'Asie pendant à peu près 6 à 8 mois. Donc, j'ai fait pas mal de pays d'Asie, forcément, et tout ça à sac à dos. Donc, c'était vraiment génial. J'ai beaucoup aimé le délire, voyager et vivre avec pas grand-chose. Et plus le temps passe et plus j'avance entre guillemets en âge, même si aujourd'hui j'ai que 28 ans, j'aime tout de même avoir plus de confort. Donc, j'ai laissé tomber le backpacking, le sac à dos. Et maintenant, je suis un peu plus établi dans des endroits, mais je continue de voyager. Et ensuite, après cette petite péripétie en Asie, je suis retourné en Europe. J'ai fait un tour d'Europe à sac à dos, ensuite de 6 à 8 mois. Génial. Et ensuite, je suis parti m'installer à Malte pendant à peu près 2 ans. Je suis ensuite allé à Marbella, en Espagne. Et ensuite, je suis retourné à Bangkok pendant 3 ans. Donc, si tu veux, je peux te faire le point sur ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé dans certaines villes. Mais grossièrement, ça a été une évolution aussi de ma personne. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur pays pour s'expatrier. Je pense qu'il y a un pays en fonction de notre personnalité et de notre situation financière à un moment donné. Je pense qu'il y a certains pays qui sont très avantageux, par exemple, sur la fiscalité, qui le sont moins sur le côté administratif, qui le sont plus sur le côté personnel, comme par exemple Marbella. Personnellement, j'adore sur le plan personnel. Sur le plan fiscal, je trouve que c'est pas du tout intéressant, mais ça n'empêche que c'est un très bon pays, c'est une très bonne ville d'expatriés si ça vous correspond. Tout comme Malte, je trouve que d'un point de vue administration et d'un point de vue fiscalité, c'est très avantageux, c'est très simple. Mais ce que je pense, c'est que c'est d'un point de vue personnel, on fait assez vite le tour. J'ai habité 2 ans, la deuxième année, je faisais que voyager 6 mois de l'année. Mais c'est une très belle île et c'est un très beau pays. Mais personnellement, je suis retourné en Asie parce que je me retrouve plus dans l'état d'esprit des gens,
Je me retrouve plus dans leur manière de s'exprimer, le respect mutuel même pour les personnes qu'on connaît pas, la notion de service, le rapport qualité-prix. Même si aujourd'hui, même quand je suis en Espagne ou en France, forcément, je regarde beaucoup moins les prix. Mais ça n'empêche que à la fin du mois, quand tu te dis, bon, bah voilà, en Asie, je vivais par exemple pour 10 000 euros et j'avais un style de vie, waouh, comme un pacha. Et j'arrive en Espagne et on est le 15 du mois et j'ai déjà dépensé 25 000 euros pour avoir le style de vie qui est à peu près correct. Bah forcément, au bout d'un moment, tu fais un petit peu l'addition et tu te dis, bon, bah voilà, je m'éclate plus en Asie, je paye moins cher, la fiscalité est plus simple, les gens me correspondent plus. En plus de ça, j'ai acheté un appartement dans lequel je me sens très bien en Asie. Donc voilà, tout cumulé fait que j'ai envie de retourner en Asie et j'ai une petite exclusivité pour toi après, pour ce podcast, que je vous dirai après, une épopée très intéressante, la raison pour laquelle je suis actuellement en Espagne alors que j'habite en Thaïlande. Magnifique, je ne peux qu'inviter tous ceux qui écoutent à bien rester jusqu'à la fin pour avoir cet exclu au sujet de ta situation actuelle et de pourquoi tu as quitté la Thaïlande. Et pour rebondir sur ce sujet, justement, toi, la Thaïlande, c'est le pays qui t'attire au début quand tu es en France, quand tu viens de terminer tes études, quand tu commences à être libre financièrement, quand tu as un business digital qui te permet de travailler de n'importe où en fait, parce que c'est ça la force d'avoir une activité en ligne, c'est de pouvoir l'exercer de n'importe où, et tu es attiré par la Thaïlande. Alors que en fait, tu n'as jamais été en Thaïlande, tu n'as jamais mis les pieds sur le continent asiatique. Exact. Et tu es attiré par ce pays-là, tu vas y vivre un an, et puis au bout d'un an, tu as quand même envie de voir d'autres choses, tu as envie de faire d'autres choses, tu fais un road trip en Asie, tu as plusieurs expériences en Europe, et finalement, tu décides de retourner en Thaïlande. Ça fait plusieurs années maintenant que tu es installé à Bangkok. Et qu'est-ce qui fait que justement, tu es retourné en Asie et que tu es retourné au point de départ finalement, là où tu avais envie d'être dès le début? Tout à fait, tout à fait. Je dirais que ce qui m'attire en Asie, c'est la facilité de faire tout et n'importe quoi. Dans la plupart des pays d'Asie, les magasins sont ouverts 7 jours sur 7. Tu veux jouer au golf à 20h, à 23h, pas de problème. Tu veux aller t'entraîner dans une salle de sport à 2h du matin, pas de problème. Tu veux aller à la piscine à 4h du matin, pas de problème. Tu veux aller dans une séance de cinéma à 6h, pas de problème. Tu veux commander tes courses à minuit et les recevoir à 6h du matin en bas de chez toi, pas de problème. Et en fait, c'est toutes ces choses qui te facilitent la vie et qui sont à ta disposition et que certes, tu vas pas utiliser 7 jours sur 7. Mais quand tu n'as pas à te poser la question de savoir est-ce que je peux le faire, est-ce que c'est le bon horaire pour le faire, est-ce que si je vais dans un restaurant à 15 ou 16 heures, est-ce que je vais pouvoir manger, est-ce que si je fais mes courses dans tel endroit, ça va être facile, est-ce qu'il y a un service qui va pouvoir me permettre d'envoyer mes courses directement chez moi, comme ça je peux rejoindre mes amis juste après. Tu vois, en fait, toutes ces choses en Asie, ces questions se posent même plus. Tout est possible. Tu vas faire du shopping, tu te retrouves avec tous tes sacs et tes amis t'appellent. Ah bah viens, on va en soirée, viens, on va viens, on va faire ça. C'est simple. Tu as un service dans les shopping malls, tu donnes tes sacs, voilà, j'habite là. Ils te livrent à ton lobby. Le lobby garde tes sacs. Tu arrives à ton lobby, à ton appartement, à 2-3 heures du matin. Bonjour, monsieur Hélier, voici vos colis. Vous avez un document à signer. Vos courses vont arriver à 6 heures. Est-ce qu'on vous les monte maintenant ou est-ce qu'on vous les monte plus tard? On vous souhaite une bonne nuit. Est-ce que vous voulez une bouteille d'eau? En fait, c'est des choses qui sont même plus dans la réalité, en fait, en Europe. Il y a un niveau de service, même sans parler de prix. C'est-à-dire que même si ces services avaient un prix, en fait, en Europe, ce serait OK. Mais là, ça n'existe même pas. C'est comme par exemple les 7-Eleven. C'est par exemple le fait de déléguer, le fait de payer ses taxes en Thaïlande, le fait de gérer sa comptabilité personnelle, tout ça pour une bouchée de pain avec un service qui est extrêmement avancé parce qu'ils sont habitués à faire ça. Et donc, je parle de la Thaïlande parce que c'est un pays que je connais bien, mais il y a plein d'autres pays dans lesquels, en Asie, c'est la même chose. À Singapour, c'est la même chose. Kuala Lumpur, même si la Malaisie, c'est pas un pays qui me parle, je l'ai fait, mais c'est un pays quand même qui est extrêmement avancé. Même chose à Hong Kong, j'en parle même pas. C'est des processus qui sont vraiment travaillés par des gens intelligents. Aujourd'hui, je ne comprends pas que dans des pays européens, j'arrive dans un restaurant, même l'état d'esprit est complètement déplacé. J'arrive dans un restaurant, est-ce que vous avez une réservation? Oui, non, pas de problème. Bah, oui, si j'en ai une, bah, ok, vous m'installez. Si j'en ai pas, bah, vous me dites tout simplement, est-ce que c'est complet ou est-ce que je peux revenir plus tard? Mais vous me dites pas, vous me faites pas votre numéro de cirque en me disant, oui, mais vous savez, ici, il faut des réservations, ici, c'est compliqué, c'est pas comme ça que ça marche, bon, je vais voir.
en fait, c'est un peu à la tête du client. Alors qu'en Asie, ça aussi, il n'y a pas cette perception et ces préjugés des personnes qui sont successful en se disant, bah voilà, c'est pas parce que tu es en tong que tu n'as pas d'argent et que tu vas ne pas pouvoir manger dans tel restaurant. Alors qu'en France, il y a tous ces codes, par exemple, à respecter. Tu arrives devant un endroit qui est un bon établissement. Si tu n'es pas habillé comme quelqu'un qui leur fait penser que tu es successful, ils vont peut-être pas te laisser rentrer. Alors qu'en Asie, déjà, il y a énormément plus de riches qu'en Europe, mais genre énormément plus. Je veux dire, moi, ça me fait toujours rire quand je dis à des personnes, voilà, moi, je vis en Thaïlande ou je vis en Asie. Ah oui, mais c'est parce que le coût de la vie est moins cher. Bah écoute, viens avec moi, viens passer une semaine. Par contre, prends ton billet aller-retour tout de suite parce que ça va te coûter un bras. En fait, il y a tellement des services qui sont avancés que on se retrouve à payer beaucoup plus cher. Je pense qu'il faut pas avoir cette vision de se dire je vais venir en Thaïlande avec 1000 ou 2000 euros par mois. C'est pas possible. Vous allez vous retrouver en dehors de Bangkok. Vous allez vous retrouver avec un style de vie qui est très bien. Il faut l'admettre, mais pas aussi bien que. En fait, il y a tellement de services qui n'existent pas en Europe que on est client de ce genre de choses. Donc, je dirais que c'est toutes ces petites choses qui font que cumuler, on s'y habitue en fait en Asie. Et quand on revient, en fait, c'est surtout quand on revient en Europe dans un système, en fait, on a l'impression qu'on a perdu 30 ans. Tu as l'impression que tu reviens 30 ans en arrière. Et tu te dis, comment ça se fait que vous ne faites pas ça? Comment ça se fait que vous ne faites pas ça? Tu prends une application, par exemple, pour, je sais pas, te déplacer d'un point A à un point B. Ça te revient tout de suite très cher parce qu'il y a très peu de services finalement ici. L'Asie, c'est vraiment un pays de services. Donc, tu as énormément de services et donc les coûts sont naturellement beaucoup plus faibles. Donc voilà, je dirais que c'est cette notion de service général qui, moi, surtout m'attire en Asie. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que là, aujourd'hui, tu le vois comme ça, tu le vois comme le pays des services où, oui, ça peut coûter cher si tu as un niveau d'exigence qui est élevé. Mais à la base, quand toi, tu pars, quand tu viens de finir tes études et que tu commences à gagner ta vie avec Internet, quand tu pars, tu vas parce que c'est le soleil, parce que c'est les plages, parce que on voit que c'est le coût de la vie qui est moins cher. Et en fait, au début, tu vas dans cette optique-là. Et finalement, aujourd'hui, ta vision, elle est complètement différente par rapport à ça. Et le fait d'y avoir vécu plusieurs années, tu vois plus le soleil, tu vois plus les plages, tu t'en parles même pas une seule fois en fait. Et ça, Ouais. c'est intéressant. Et du coup, comment ça s'est passé quand tu es arrivé la première fois, quand tu y vas la première fois, quand tu dis tu as vécu un an à Chiang Mai, est-ce que c'était prévu d'aller à Chiang Mai ou est-ce que à la base tu es arrivé sur les plages, tu es arrivé à Bangkok et finalement tu t'es posé là-bas? Est-ce que c'était prévu de rester un an? Comment ça s'est passé? Alors, au départ, je me renseignais beaucoup en ligne et je regardais les avis des digital nomades qui disaient que Chiang Mai, c'est comme ça, Bangkok, c'est comme ça, les îles, c'est comme ça. Et je me retrouvais plus dans le discours de ceux qui s'exprimaient sur une petite ville un petit peu en retrait comme Chiang Mai. Et honnêtement, par le passé, je faisais surtout très attention à mes dépenses. Je voulais pas rentrer dans un délire où je devais commencer à travailler plus pour avoir un meilleur style de vie. Je voulais avoir le confort de me dire, OK, si le business stagne, au moins je continue de m'enrichir. Je dépense pas tout ce que je gagne. Et donc, du coup, quand je suis arrivé à Chiang Mai, le premier mois, j'ai dépensé quelque chose comme 1200 euros. Et le deuxième mois, j'ai dépensé quelque chose comme 800 euros. Mais même sans même faire attention à ce que je dépensais. Tellement que le coût de la vie est ridicule. Et le style de vie est intéressant. J'avais un bon appartement dans lequel tu as une salle de sport, dans lequel tu as une piscine. Tu loues un petit scooter, ça te coûte 5 euros par jour. C'est vraiment des choses desquelles on est totalement déconnecté. Et j'ai fait les îles, en effet. Et honnêtement, c'est un état d'esprit qui est totalement différent. Les gens qui habitent dans les villes versus ceux qui habitent dans les îles, c'est deux états d'esprit totalement différents. Ceux qui habitent dans les îles, c'est vraiment de passage. C'est-à-dire que c'est difficile de se faire des amis parce que les personnes viennent et repartent. Lorsqu'on a une vie d'expatrié, peu importe où est-ce qu'on habite, il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui partent. C'est comme ça. Et donc, de ce fait, je me suis dit, habiter dans les îles, c'est un turnover encore plus important. Et j'aime bien, dans l'expatriation, tout de même retrouver un petit peu de francophone. Parce que l'état d'esprit des Français expatriés, je trouve, est très intéressante parce que on a quitté la France pour les mêmes raisons et on a souvent le même état d'esprit. Et donc, ça fait du bien également de pratiquer un petit peu sa langue natale. Ça nous donne un petit peu, un bon souvenir, si tu veux, de nos racines, parce que on a toujours besoin d'avoir un minimum de connexion avec nos racines.
quand j'ai vécu à Chiang Mai, j'ai fait cette erreur, entre guillemets, de n'avoir quasiment que des amis thaïlandais. Et donc forcément, ça implique d'apprendre la langue, ce qui n'est pas facile. Ça implique également de manger local, ce qui n'est pas facile pour ton estomac. Et ça implique également d'avoir un changement culturel qui est très important. Et même chose au niveau des filles. C'est un état d'esprit qui est totalement différent. Et même à l'étranger, d'une manière générale, vraiment, les filles en France, c'est un cas à part. C'est-à-dire qu'il y a les filles dans le monde et il y a les filles en France. Et donc, de ce fait, quand on me dit oui, mais les filles sont plus faciles en Thaïlande, c'est pour ça que tu y vas. Non. Les filles, d'une manière générale, sont plus ouvertes dans le monde. Il y a vraiment que en France où il y a cet état d'esprit de, je sais pas, voilà, parce que tu es une fille, tu es une princesse et ta valeur est supérieure à n'importe quel autre sexe masculin. Et donc, en fait, non. Dans le monde, il y a vraiment cet esprit d'égalité. En France, on prône également l'égalité des sexes, tout comme dans les pays scandinaves, jusqu'au moment où il faut payer l'addition. Et là, il n'y a plus d'égalité des sexes. Là, je sais pas, c'est un peu bizarre. Donc, moi, ce que je trouve un petit peu hypocrite, en fait, en France, c'est qu'on prône énormément l'égalité des sexes, mais sur certains points, on reste quand même très sectaire, alors que dans le monde, il y a cette part de féminité également qui est assumée, cette part également de la femme qui a besoin d'un cadre masculin, parce que finalement, c'est dans les hormones, c'est comme ça. Et il y a aussi cette part de personnes qui est beaucoup plus indépendante, vu que les femmes sont beaucoup moins en train de jouer un rôle, sont beaucoup plus elles-mêmes. Il y a énormément plus d'entrepreneuses, finalement, en Asie qu'en Europe. En tout cas, c'est ce que j'ai pu remarquer. Et donc, de ce fait, tout ça cumulé fait que plus d'entrepreneurs, un état d'esprit de service, un état d'esprit ouvert, toutes ces choses cumulées font que je me retrouvais davantage dans cet état d'esprit. Mais Chiang Mai, pour moi, c'est un peu trop thaï, en fait. C'est un peu trop thaïlandais. Et j'ai besoin de me rapprocher un petit peu de ses racines. Et j'aime les grandes villes, finalement. Donc, je me suis retrouvé plus à Bangkok avec le temps que à Chiang Mai. Pourquoi? Parce que Bangkok, c'est une ville où tout est extrêmement développé. La meilleure cuisine française, pour moi, c'est à Bangkok. La meilleure cuisine italienne, c'est à Bangkok. La meilleure cuisine japonaise, c'est à Bangkok. Et donc, tout ça fait que, naturellement, je préfère passer la plupart de mon temps dans cette ville de service et passer une semaine par mois dans les îles plutôt que l'inverse. Donc, je pense que les îles, c'est vraiment une très bonne balance. Et Bangkok, ce n'est pas parfait du tout, hein. Ce n'est pas parfait du tout. Il y a énormément de pollution. C'est noisy, il y a pas mal de bruit. Il y a du trafic jam, il y a des embouteillages, mais ça n'empêche qu'il y a tellement d'avantages à côté que ce genre de choses, tu les acceptes finalement. Et comment ça s'est passé, toi, au niveau de la langue? Tu parlais tout à l'heure qu'à Chiang Mai, tu avais une majorité d'amis qui étaient thaïlandais et que ça nécessitait d'apprendre la langue. Toi, quand tu quittes la France, est-ce que tu parles anglais déjà? Parce que c'est vrai que c'est la première question qui revient chez les personnes qui veulent voyager, les personnes qui veulent s'expatrier. C'est, voilà, je parle pas très bien anglais, est-ce que ça va suffire? Est-ce que l'anglais, ça s'apprend rapidement? Est-ce que l'anglais, ça suffit aussi dans ces pays-là, en Asie? Comment ça s'est passé pour toi? Alors déjà, mon niveau d'anglais était proche du niveau CM2, c'est-à-dire les couleurs et les nombres. Ouais. Donc forcément, quand je suis arrivé, c'était un petit peu problématique. Et j'ai appris à parler anglais. Donc aujourd'hui, je parle anglais couramment. Et je l'ai appris sur le tas. Je l'ai appris sur le tas, que ce soit en parlant avec des Thaïlandais, donc avec un anglais très basique. Et ensuite, à force de regarder des vidéos sur YouTube en anglais, à force de regarder des films en anglais, finalement, quand tu es obligé, tu le fais. C'est Ouais. au bord du précipice que l'homme change. Et quand t'as plus le choix, t'es obligé de parler anglais. T'es obligé de parler anglais. Donc, j'ai commencé à apprendre l'anglais et je dirais que en un an, déjà, je pouvais avoir des discussions tout à fait normales sans me demander est-ce que tu peux m'expliquer ce mot ou qu'est-ce que ça veut dire ou prendre mon téléphone et regarder. Au bout d'un an, c'est bon, j'étais totalement lancé. Et donc là, forcément, ça fait 6 ans. Donc forcément, j'ai eu des relations avec des personnes avec qui ça a duré plusieurs années où je parlais que en anglais. Donc ouais, sans aucun problème. Et le thaïlandais, beaucoup plus dur. Enfin, beaucoup plus dur. J'ai pas le même niveau d'investissement dans le thaïlandais que l'anglais. Parce que tout simplement, déjà, les Thaïs parlent assez bien anglais finalement, à Bangkok. Donc, il n'y a pas forcément cette utilité.
et le peu de thaïlandais qu'il faut pratiquer pour finalement s'exprimer au restaurant. Déjà, dans la plupart des restaurants dans lesquels je vais, on parle anglais. Dans les taxis, à la limite, mais même encore une fois, les taxis que je prends parlent anglais. J'utilise une application qui s'appelle Grab, qui me permet de commander des taxis un peu plus haut de gamme, donc du coup, ça parle anglais. Donc finalement, t'as pas trop cette utilité en Thaïlande de parler thaïlandais. Même il y a beaucoup de services où tout est traduit. En fait, la Thaïlande, c'est tellement un pays qui accueille les expatriés que tout est fait pour que ce soit facile pour toi. Donc, pas forcément la nécessité. Ok, parfait. Et pour revenir sur le chemin que tu as eu en tant que voyageur, en tant qu'expatrié, parce qu'à la base tu quittes la France pour t'installer à Chiang Mai dans un état d'esprit de digital nomade, tu viens pour bosser, tu viens pour rencontrer d'autres entrepreneurs qui te ressemblent, et finalement au bout d'un an tu décides de reprendre ton sac à dos et de partir à l'aventure et de découvrir d'autres pays d'Asie. Qu'est-ce qui te pousse à faire ça à ce moment-là? Est-ce que pour toi, à la base, tu es quand même parti dans un état d'esprit où tu voulais voir d'autres choses, tu voulais bouger, tu voulais voyager? Est-ce qu'au bout d'un an, tu t'es dit finalement, j'ai pas envie de m'éterniser à un endroit aussi longtemps? Est-ce que peut-être que Chiang Mai te convenait pas finalement? Qu'est-ce qui t'a poussé en fait à partir au bout de ces un an et d'aller voir ailleurs? Pour la simple et bonne raison que je me suis dit, waouh, déjà, c'est le premier pays en Asie que je fais et je trouve ça incroyable. Je me suis dit, est-ce qu'il n'y aurait pas un pays qui regroupe les mêmes avantages que la Thaïlande, qui peut également être différent sur certains points, parce que la culture thaïlandaise à Chiang Mai est tellement forte que finalement tu te dis, est-ce que je me vois rester 5, 10, 15, 20 ans? Et je me suis dit, waouh, c'est vrai que à Chiang Mai, c'est quand même très thaïlandais. Et je manque un petit peu de repères, je manque un petit peu de racines. Et je me suis dit, je vais essayer de trouver un pays dans lequel c'est un peu plus occidentalisé. Et donc, j'ai commencé à voyager et je crois qu'une de mes premières autres destinations, c'était la Malaisie, donc la ville de Kuala Lumpur, dans laquelle, honnêtement, j'ai eu le plus de difficultés dans tous mes voyages. C'était à Kuala Lumpur, en Malaisie, à me faire des amis. Les gens restaient en cercle, ils restaient en groupe et j'ai pas l'impression qu'ils étaient très ouverts. Même chose quand on va au restaurant, à chaque fois que j'y allais, quand j'arrive au restaurant, j'entends les personnes commander, ils ne disent pas bonjour, ils ne disent pas au revoir, ça ne sourit pas, ils expriment simplement le plat qu'ils désirent manger. Et je me suis dit, waouh, c'est quand même bien triste d'en arriver là. Donc, je suis allé après à Hong Kong. Et à Hong Kong, là, j'ai eu un choc de fou parce que je ne faisais que des pays en Asie desquels le coût de la vie était tout à fait abordable. Et là, j'arrive à Hong Kong et je vois le prix des hébergements sur Airbnb et sur Booking et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ça? Je me suis dit, si ça coûte aussi cher en Asie, c'est que ça doit être vraiment incroyable. Et donc, j'arrive à Hong Kong et là, ce que je découvre, c'est que en fait, en Asie, ils sont énormément plus riches qu'en Europe et peut-être même qu'aux États-Unis. Et là, je me rends compte de la puissance, finalement, de la puissance de l'Asie, où par le passé, quand je disais à des potes, voilà, je vais m'expatrier en Thaïlande, on me disait, ouais, voilà, les mecs là-bas se déplacent en charrette, ça coûte vraiment pas cher. J'envoyais des vidéos à mes amis et mes potes me disaient qu'ils avaient jamais vu autant de buildings de toute leur vie. Ouais. Et j'arrivais dans des endroits dans lesquels c'était totalement futuriste. Et là, récemment, j'étais à Paris. Je m'achète une paire de chaussures, une paire de chaussures de sport. Je vais à Nike. Je descends au sous-sol. Et là, je vois une espèce de, je sais pas, on dirait un métro qui a été transformé en magasin. C'est complètement pourri. Et je demande au vendeur, je dis, c'est quoi le style du magasin? Il me dit, ouais, c'est ambiance futuriste. Je me dis, mais c'est complètement nul. C'est complètement nul. Vous allez en Asie, dans la plupart des centres commerciaux qui viennent d'être construits en Asie, il y a des fontaines dans des centres commerciaux sur 5 étages. Il y a des endroits, et tous les bancs dans lesquels tu t'assois, tu peux poser ton téléphone en connexion sans fil, ça se recharge sur le banc. Tu arrives dans les restaurants, pareil, tu peux recharger ton téléphone en NFC sur les tables. Tu as des bornes où tu appelles quelqu'un à n'importe quel étage et tu demandes quel est le magasin et il te trace un trait au sol. Donc, il y a le sol, c'est un écran et tu dois suivre une flèche qui t'emmène dans le magasin où est-ce que tu vas aller. Enfin, c'est vraiment
un autre level. Alors quand j'arrive dans un magasin qui ressemble à une vieille trame de métro et qu'on me dit c'est futuriste, non mais les mecs, vous avez 30 ans de retard. C'est abusé. Et donc du coup, pour revenir sur Hong Kong, quand j'arrive là-bas, je me dis mais c'est quoi cette ville du futur? Je commence à commander sur des tablettes tactiles, etc. C'était la première fois pour moi où je commandais sur des tablettes tactiles. Et je parle de ça, c'était il y a de ça 5-6 ans. Donc aujourd'hui, peut-être que dans des pays comme le Japon, par exemple, où j'y suis retourné, c'est extrêmement avancé. Donc tous les restaurants, quasiment, on commande sur tablette. Mais il y a de ça 5 ans, commander sur tablette, c'était un truc de fou. Et pareil, les premières Tesla, je les ai pas vues en Europe, je les ai vues en Asie parce que ils ont du pouvoir d'achat. Même chose, je suis arrivé dans la rue où il y a tous les magasins qui vendent de l'or à Hong Kong, et c'est là où tu te dis, enfin je veux dire en France, je me promène avec une Rolex, je me dis mais waouh, je sais pas, pour les mecs c'est un truc de fou. Du coup je mets mon Apple Watch. Quand j'arrive en Asie, mais tout le monde s'en fout. Je vais dire tout le monde est habitué à ça. Tu vas chez Rolex, tu vas chez Patek Philippe, les mecs ils débarquent en short tongue parce que c'est normal, parce qu'il n'y a pas ce jugement en fait. Et tout le monde peut avoir de l'argent sans pour autant vouloir le montrer. Et donc du coup, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié en fait en Asie, c'est que tu peux rester toi-même, peu importe ton niveau de vie. Les gens ne te jugent pas. Pareil ça en France. Auparavant, je pensais que c'était en Europe, mais c'est vraiment en France, un petit peu dans certains pays, dans certaines villes, pardon, comme en Italie ou en Espagne, il peut y avoir un petit peu de jugement, mais c'est surtout en France où finalement il y a, je pense, cette énorme frustration de monsieur et madame tout le monde, parce que c'est compliqué, je pense, pour la classe moyenne, sans passer par l'entrepreneuriat, de s'enrichir. Et comme l'entrepreneuriat, c'est un peu, il y a pas mal de gens qui en flippent, enfin surtout pré-Covid, je dirais pré-Covid, il y a beaucoup de personnes qui se disaient, ouais, les business en ligne, est-ce que tu penses que ça marche? Non, mais c'est pas sérieux, c'est pas possible que ça fonctionne. Bon, le Covid est arrivé, tout le monde s'est dit, bon, bah, je vais faire un business en ligne, là, de toute façon, je n'ai plus le choix. Et donc, ça a été rigolo de voir un petit peu cet état d'esprit qui a changé durant le Covid. Je pense que c'est une des leçons que tout le monde doit retirer de cette pandémie, c'est que le business en ligne n'attendait que ces gens-là qui ont attendu d'avoir cette situation pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Et ceux, de toute manière, qui se sont positionnés avant, ben, on s'est tous régalés. Je pense que j'ai pas un ami dans le business en ligne qui m'a pas dit qu'il a fait sa meilleure année depuis que c'était le début de la crise, des confinements, etc. C'est vrai, c'est clair. Et beaucoup de gens se sont tournés vers l'entrepreneuriat en ligne. Et avec toutes les galères qu'il y a eu en France aussi pendant ces 2 ans de Covid là, il y en a beaucoup aussi qui ont regardé pour l'expatriation, qui ont regardé pour aller vivre ailleurs. Et c'est vrai qu'il y a tellement une mentalité en France de voir les pays asiatiques et même tous les pays du monde comme des pays arriérés, et qu'on a l'impression qu'en France c'est ultra développé, alors que c'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. Et quand tu parles de villes futuristes et tout, moi, la première fois que je mets les pieds en Asie, c'est à Kuala Lumpur, justement. J'arrive à Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, c'est des buildings partout, c'est des centres commerciaux énormes, c'est des trucs ultra développés. Et tu te dis, ouais, mais c'est ouf qu'en Europe, on n'est pas ça du tout. On est vraiment pas ça du tout. Et on se rend pas compte à quel point c'est développé. Même le Vietnam, moi, quand je suis arrivé au Vietnam, je pensais que c'était la campagne, le Vietnam. Je pensais que c'était des rizières et tout. Non, il y a des villes incroyables, incroyablement développées avec des buildings, avec de la technologie. Enfin, c'est fou. C'est fou de voir ça. Et c'est vrai que ça fait changer son état d'esprit de voir ce qui se passe ailleurs. Et du coup, toi, après ce road trip, tu fais quoi? Tu reviens en Europe, tu arrives en Espagne à ce moment-là, tu vas à Malte, comment ça se passe? Qu'est-ce qui te pousse du coup à revenir en Europe à ce moment-là? Alors, ce qui me pousse, c'est le manque de racines. Quand j'étais à Chiang Mai, je ne me retrouvais pas dans mes racines. Lorsque j'ai visité donc d'autres pays en Asie, celui qui pouvait me convenir était Hong Kong, mais le train de vie coûtait tellement cher pour finalement un style de vie qui était pas incroyable que je me suis dit, bon, ben, est-ce qu'il n'y a pas des pays en Europe qui peuvent m'offrir une meilleure qualité de vie finalement que en Asie? Et j'étais toujours dans cet état d'esprit de travailler très dur. C'est-à-dire que mes 3-4 premières années dans l'entrepreneuriat, j'ai travaillé très dur. Il n'y a pas de secret. Et donc, je me suis mis en quête d'un pays en Asie, en Europe ensuite. Et je suis tombé sur 2 pays qui se faisaient un petit peu la guéguerre, qui a été le Portugal et qui a été Malte. Et sans même parler des avantages et des inconvénients de ces 2 pays, eh bien j'ai fait des rencontres à Malte que je n'ai pas faites au Portugal. J'ai rencontré des entrepreneurs web, j'ai rencontré des gens successful, j'ai rencontré des gens qui aimaient parler de leur passion, qui en parlaient ouvertement.
Chose aussi en France qu'on ne fait pas beaucoup. Quelqu'un qui est successful en France, bon bah il va avoir du mal à discuter, il va avoir du mal à parler parce qu'il a peur du jugement naturellement, hein. Je comprends les deux parties, hein. Je trouve qu'en France il y a vraiment cette séparation des classes. C'est-à-dire que les riches même entre eux se font la compète des riches, donc qui est le plus riche, sans même vivre sa vie. Enfin ils sont vraiment dans un état d'esprit de compète malsaine. Et les personnes qui sont de la classe moyenne sont dans le haïssement de ceux qui ont réussi. Et donc finalement, il y a personne qui profite réellement. Alors que en dehors de la France, ce que j'ai pu remarquer, c'est que tout le monde vit sa vie d'une manière générale. Il y a pas de, il y a beaucoup moins en tout cas de pointage du doigt des classes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de riches qui se font pointer du doigt. Quelqu'un qui est successful, eh bien, il va être beaucoup plus à même de parler avec tout le monde. Ça, notamment, j'ai pu le voir également à Istanbul. Incroyable, Istanbul. Je crois que c'est le pays où j'ai vu le plus de personnes successful se mélanger avec des personnes qui sont toujours salariées. Tout le monde communique ensemble, tout le monde mange ensemble. Et ça, je trouve ça incroyable. Et en France, tu pourrais pas avoir ça. Tu pourrais pas avoir ça parce que il y a trop de chocs culturels, limite, j'ai envie de dire, dans le même pays. Et donc, du coup, je me suis installé à Malte, donc pendant 2 ans. Et donc, ce pays est vraiment génial. Mais l'état d'esprit des Maltais a beaucoup évolué. Alors, que s'est-il passé? Malte, c'est une île très particulière. Donc, tu le sais certainement. Ceux qui nous écoutent le savent certainement. Il y a eu, une politique fiscale qui a été extrêmement souple pendant de nombreuses années. Que s'est-il passé? Les Maltais étaient propriétaires de leurs biens immobiliers en plein centre de Malte. Donc, je pense par exemple à Sliema, je pense par exemple à St. Julian's, qui sont les deux plus grandes villes à Malte. Et de ce fait, nous, les gros expatriés bien dodus, on est arrivés et on a fait exploser le prix de l'immobilier, que ce soit à la location ou que ce soit à l'achat. On a racheté leur île. Et donc, que s'est-il passé? Les Maltais ont dû sortir des centres-villes, mais ce sont eux qui se sont expulsés eux-mêmes finalement. Parce que si tu veux rester en centre-ville, bah, pourquoi est-ce que tu n'achètes pas ton bien et pourquoi est-ce que tu ne le vends pas? Donc finalement, c'est d'abord les locataires. Les locataires qui avaient comme propriétaires des Maltais, donc les locataires maltais se sont vus refuser de continuer leur contrat de location avec les Maltais en plein centre, puisqu'ils ont dit, bah non, pourquoi est-ce que je te louerais mon bien 600 euros alors que si j'accepte un expatrié, je le mets en location 1200 euros. Et donc, c'est ce qui a fait augmenter le prix de l'immobilier. Et il me semble qu'en 5 ans, le prix de l'immobilier a fait quelque chose comme x3 ou x4 à Malte, dans les grandes villes. Et de ce fait, bah, les Maltais se sont éloignés des centres-villes. Et c'est là où il a commencé à avoir un petit peu de dégoût de la part des Maltais pour les expats. Et là, ils ont commencé à switcher d'état d'esprit et ils ont commencé à se dire, moi personnellement, j'avais un ami maltais qui parlait français couramment et qui me disait, bah oui, bah nous, ce qu'on fait à longueur de journée, c'est qu'on essaye de scammer, on essaye d'arnaquer les expatriés parce que on essaie de gagner de l'argent, parce qu'ils prennent notre île, etc., etc. Et finalement, quand tu comprends mieux l'état d'esprit, eh bien, tu comprends que c'est pas une île qui est faite pour toi sur le long terme. Tu comprends que tu n'es finalement que, t'es même pas l'invité. T'es même pas l'invité. Tu vas en Thaïlande, tu vas en Asie, tu resteras l'invité toute ta vie. Mais il y a quand même un minimum d'acceptation et de respect de ces invités. T'es un invité, on te reçoit comme un invité. À Malte, t'es pas reçu comme un invité, t'es reçu comme un touriste, duquel on est juste là pour te presser, pour t'essorer, jusqu'à ce que tu t'énerves. Moi, j'ai eu des expériences avec des voisins maltais très particulières. Même chose. La mafia à Malte, c'est pas une légende. Il y en a énormément. Moi, on m'a volé au total quelque chose comme 20 000 euros. Que ce soit mon propriétaire qui me fait des fausses factures d'électricité et je vais à la police, on me dit ouais non, on s'en occupe pas. Je vais voir l'avocat, il voit le nom de la personne, il dit ouais non, c'est mon cousin. Je vais louer un autre appartement, on me dit non, d'abord il faut que tu payes la facture d'électricité de mon cousin. Et en fait, finalement, c'est un petit peu tout ce réseau. Voilà, même chose, j'achète une voiture. Bon, la voiture est jamais arrivée, donc du coup, bon, je fais appel à un avocat. L'avocat me dit, bon, bah, je te préviens, cette personne est quand même assez puissante, donc du coup, on va peut-être récupérer que la moitié. Je me dis, mais c'est quoi ce pays? Ouais. Et donc, du coup, c'est ces expériences qui, mis bout à bout, ont fait que, bon, ça m'intéresse pas d'être dans une ville où, voilà, je me fais presser.
Je suis vraiment considéré comme un portefeuille. Mais ce que j'ai aimé, c'est qu'il y avait une bonne communauté d'expatriés. Et ensuite, Et d'expatriés aussi qui étaient, mine de rien, dans le business en ligne pour la plupart, je suppose. Et quand tu parlais de racines aussi, ça faisait peut-être du bien aussi de parler avec des gens qui avaient le même parcours que toi finalement et les mêmes expériences. exactement, ça m'a fait beaucoup de bien. Au contraire de Chiang Mai, qui par le passé n'était pas une ville aussi digital nomade qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas par exemple à Maya Shopping Mall à Chiang Mai, tu vas au quatrième ou cinquième étage, je ne sais plus, et tu as une tonne de coffee shop où Ouais. tu as full expatriés qui travaillent en ligne. Et donc, c'est quand même assez intéressant de pouvoir engager la conversation avec des gens comme ça. Mais je dirais qu'à Chiang Mai, c'est plus, si tu veux, des gens qui ont un style de vie qui est très minimaliste, où ils se contentent de très peu de choses. Et donc, je pense que c'est très bien. C'est un style de vie qui est très bien, mais je n'étais plus dans cet état d'esprit. Je voulais gagner plus d'argent, je voulais développer des choses plus grosses, j'avais plus d'ambition et je voulais avoir beaucoup plus d'impact. Et donc, quand je suis allé à Malte, j'ai rencontré des gens qui avaient un très gros impact. Et donc là, j'ai commencé à rencontrer des gens qui m'ont vraiment ouvert l'esprit, qui m'ont permis de me rendre compte qu'il était possible de gagner des sommes qui étaient beaucoup plus importantes que ce que je gagnais avant. Et de ce fait, c'est ce qui m'a réellement poussé à habiter là-bas. Et avec le temps, à Malte, il y a eu de plus en plus de joueurs de poker, de plus en plus de personnes qui travaillent dans le domaine du gambling. Et si tu veux, les gens qui ont cet état d'esprit, la plupart du temps, pas tous, la plupart du temps, ont un état d'esprit qui ne me convenait pas. C'est-à-dire qu'ils étaient énormément dans le show-off, énormément dans le fait de gagner le plus d'argent sans apporter de valeur aux autres. Et moi, si tu veux, j'ai toujours eu cette ambition de me dire, OK, je vais gagner de l'argent, c'est cool, mais c'est pas la finalité. Pour moi, ce que je veux, c'est aider les gens, et plus j'apporte de valeur, plus je vais gagner d'argent en échange. Et en fait, si tu veux, cet état d'esprit d'entrepreneur qui est venu s'installer à Malte, ça a été rapidement, ben voilà, comment est-ce que je fais pour gagner le plus? En fait, ils se sont transformés en Maltais. Comment je fais pour arnaquer le plus de gens possible? Comment je fais pour gagner le plus d'argent possible sans rien faire? Et c'est là où je me suis dit, waouh, non, c'est pas pour moi. Je vais commencer à y aller. Et donc de ce fait, je suis parti en vacances. J'avais pas prévu de quitter Malte. Je suis parti en vacances à Marbella et je suis tombé complètement amoureux. Et je me suis dit, waouh, l'état d'esprit des gens ici est top parce qu'il y a énormément de gens successful et les gens sont dans l'apport de valeur. Au niveau également des valeurs humaines des Espagnols, c'est décuplé. Les Espagnols sont vraiment je parle en globalité, hein, forcément pas tous, mais d'une manière générale, 80-90% sont très welcoming, ils sont très accueillants, très gentils, des gens très chauds, ils ont le fuego en eux, ils sont super sympas, ils sont pleins d'énergie. Et donc ça, j'ai beaucoup aimé. Et ils sont pas du tout dans cet état d'esprit d'arnaque, finalement. Comme dans tous les pays, il y a des villes qui sont faites pour les touristes. Et donc forcément, comme dans toutes les villes à touristes, il y a des attrape-touristes. Mais d'une manière générale, je me suis dit, waouh, ce pays est quand même génial, on se sent bien. Et donc, je ne suis même pas retourné à Malte. J'ai fait envoyer mes affaires. Et puis finalement, mes potes me manquaient. Donc, je suis juste retourné à Malte une petite semaine et je suis reparti directement en Espagne. Et donc, j'y ai vécu seulement à peu près 6-8 mois. Pour la simple et bonne raison que il y a une loi fiscale par le passé qui s'appelait la loi Beckham. Et cette loi Beckham a été abandonnée, donc qui était un avantage pour ceux qui venaient s'installer en Espagne. Et donc, si tu veux, il y avait ça. Déjà où je me suis dit, bon, bah, c'est dommage, j'arrive, je me sens bien, je me suis rassuré en me disant que j'allais pas me faire éclater au niveau impôt parce qu'il y avait cette loi Beckham qui, attention, hein, on est très loin du niveau de Malte, hein, c'est-à-dire qu'on paye toujours énormément d'impôts, mais c'est tout de même allégé. Bah, déjà, cet allègement finalement n'était plus possible. Et en plus de ça, durant l'hiver, à Marbella, waouh, c'est ultra, ultra, ultra calme. Il se passe rien du tout. Et donc, de ce fait, je me dis, ouais, je m'ennuie. Il n'y a pas trop d'entrepreneurs qui font du web, etc. ici. Et encore une fois, je parle de ça il y a de ça 3-4 ans. Donc, peut-être que ça a changé aujourd'hui. Et ça a changé, je le vois aujourd'hui. Là, par exemple, je suis à Marbella en ce moment. Je reste 2 semaines. Je rencontre énormément plus d'entrepreneurs. Tous les jours dans la rue, je rencontre des gens qui me disent, ah ouais, Théo, le business en ligne, ton livre, machin. Donc, c'est cool. Mais par le passé, c'était pas comme ça. Et donc, c'est
c'est c'est un très bon emplacement d'expatriation, ce que je pense. Mais l'hiver, c'est quand même extrêmement calme. Et donc, ensuite, je me suis renseigné de nouveau sur des pays en Asie. Et donc, j'étais très partagé entre Taipei, donc à Taïwan, Bangkok, en Thaïlande, Singapour. Et j'étais également curieux d'aller je vais retrouver cette ville, mais en gros, il y avait quelques villes en Asie qui commençaient à m'intéresser. Et voilà, c'était Séoul, en C'est où, Corée ouais. du Sud. Corée du Sud, ouais. Et donc, du coup, je suis retourné donc à Bangkok. Et là, avec cette expérience de l'expatriation, tu te rends compte qu'il faut regarder là où est-ce que tu vas et ne pas te balader au petit bonheur la chance. Bangkok, c'est une ville qui est énorme. Je crois qu'il y a 6 ou 7 millions d'habitants. Lorsqu'il y a Bangkok, ça a été la ville la plus visitée, il me semble, en 2020. Et je pense que ça va être également le cas en 2021. Et donc, de ce fait, si tu ne sais pas où tu vas, bah malheureusement, tu risques pas d'aller dans des bons endroits. Et donc, du coup, avec cette expérience de l'expatriation, je me suis dit, OK, je vais uniquement dans les endroits qu'on me recommande. Et donc là, je me renseigne. Et là, mon expérience de Bangkok est totalement décuplée. Je me sens beaucoup mieux. Je vais d'un point A à un point B. J'évite tous les endroits qui ne m'intéressent pas. Et je me rends compte que la ville est complètement folle. C'est-à-dire, on se sent beaucoup mieux. Le coût de la vie est vraiment intéressant. Tu as un immense appartement pour un tarif qui est relativement intéressant. Les services ultra développés. Et donc, tout ça cumulé fait que bah, je me sens bien. Je commence à me prendre un appartement pour un an. Puis je me dis à la fin du contrat, je me dis, bon, bah, je me vois pas partir. Je reprends un an. Et puis après la deuxième année, je me dis, bon, bah, je me vois peut-être même acheter un appartement. Et donc, du coup, j'achète mon appartement. Et ensuite, je me fais bannir de Thaïlande. Ah ouais? Donc, voilà. Là, pourquoi je suis en Espagne en ce moment? Parce que je suis banni de Thaïlande. Donc, j'ai pris un visa pour 5 ans. Donc, mon visa est toujours bon. Mais, donc, j'ai un visa qui s'appelle un visa Thaï Elite. Et ce visa, il y a 2 types de stamps à faire sur ton passeport. Il y a un premier stamp que tu dois faire tous les 3 mois, qui s'appelle le 90 Days Report. Donc, tu dois payer une connerie comme 30 €. Quelqu'un vient chez toi récupérer ton passeport, il va à l'immigration pour toi, il met un coup de tampon dessus, il revient et il te le redonne. Donc ça, c'est la procédure normale. Si tu ne le fais pas, tu as une amende de quelque chose comme 5000 bahts. Donc, ce qui est l'équivalent de 120, 130 €. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, personnellement, je préfère payer l'amende. Et donc, de ce fait, 1 an et demi plus tard, je vais à l'immigration parce que je voulais retourner en France, parce que je voulais retourner un petit peu en Europe, voir ma famille. Et je vais à l'immigration et l'immigration me dit, mais attendez, monsieur, vous n'avez pas fait le 1 year report, le 1 an stamp. Je me dis, le 1 an de stamp, le tampon de 1 an. Je dis, j'ai jamais entendu parler de ça. Et on m'a dit, ah bah oui, c'est normal parce que vous êtes chez Thaï Elite. Et donc, eux ne vous parlent que du 90 Day Report, puisque vous, dans la logique, c'est que quand vous le faites, vous n'avez pas besoin de faire le 1 an, le tampon de 1 an. Sauf que tu l'avais pas fait. Et du coup, je l'avais pas fait. Et je dis, bah, du coup, quelles sont les conséquences? On me dit, bah, la prochaine fois que vous sortirez de Thaïlande, vous ne pourrez plus réentrer dans le pays pour une période de 1 an. Ah ouais. Voilà. Et donc, je suis sorti de Thaïlande le 3 juillet. Et donc, quand je suis sorti, en effet, le service de l'immigration m'a informé que bah, j'ai été banni 1 an, j'ai eu une amende de quelque chose comme 20 000 bahts, ce qui est l'équivalent de, je ne sais plus, 500 ou 600 €. Et voilà, et t'es banni. Mais c'est rigolo parce que tu vois, en Thaïlande, tout s'achète. Absolument, 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 tout s'achète. Donc, quand tu as de l'argent, forcément, c'est cool. Quand t'en as moins, bah, tu sens qu'il y a quand même des injustices. Et donc, bah, il n'a pas fallu une semaine avant que quelqu'un me contacte en disant, bah voilà, tu payes autant et si tu veux, tu peux rentrer demain. Donc, ce pays me fait un petit peu rire dans le sens où c'est un petit peu des règles un petit peu aléatoires, comme par exemple, voilà, la prostitution est interdite. Bon, voilà, t'as même pas besoin d'aller en Thaïlande, tu sais très bien que c'est le pays où, voilà, c'est l'activité locale. Et donc, même s'il n'y a pas que ça en Thaïlande, hein, la Thaïlande c'est un ensemble, mais c'est un pays dans lequel, tout comme Dubaï, où la prostitution est interdite,
mais ça n'empêche que tu rentres dans des bars, des hôtels, des machins, des trucs. On te donne une carte pour te présenter un catalogue de femmes. Et donc, si tu veux, c'est un petit peu, bon, ça me fait un petit peu rire. Et donc, voilà, demain, si je veux retourner en Thaïlande, bon, il n'y a pas de problème. Ça va me coûter un petit billet et je pourrai rentrer. C'est pas le problème. Mais là, en ce moment, je vois pas l'intérêt, en fait, de retourner en Thaïlande durant la période du coronavirus parce que tout est fermé. Parce qu'ils n'ont pas accès au vaccin. En fait, il y a tellement de dessous de table, il y a tellement d'intérêts économiques, on va dire ça comme ça, à l'intérieur du système politique thaïlandais, que les choses peuvent aller très vite, tout comme elles peuvent aller très lentement, s'il y a un petit dessous de table qui est glissé. Et donc de ce fait, bah, je me suis dit, ok, bah, je vois pas l'intérêt de repayer pour rentrer dans un pays dans lequel tout est fermé en ce moment. Et ce qui est dingue, c'est qu'il y a énormément d'expatriés qui quittaient la Thaïlande lorsque moi je l'ai quitté, c'est-à-dire début juillet. Quand je suis allé faire mon test, parce que pour voyager, j'ai dû faire un document qui s'appelle un Ready to Flight. Donc c'est un document qui dit que tu es prêt à voyager. Donc tu fais un test Covid et s'il est négatif, on te le donne. Et je discutais avec le service de l'hôpital. Et il me disait que par jour, il délivre 1200 documents de Ready to Flight. Ça veut dire que 1200 personnes par jour en moyenne venaient pour prendre l'avion le lendemain. Ouais. Pareil, quand j'ai quitté la Thaïlande, donc il y a de ça 2 semaines, je prends l'avion donc qui fait Bangkok-Paris. L'avion était complet. J'ai un ami qui a pris l'avion il y a de ça 2 jours. Il me dit pareil, l'avion était complet. Bangkok-Paris complet. Et j'ai des amis qui sont dans l'immobilier à Bangkok et qui vendent surtout des appartements aux expatriés et qui me disent on a quasiment plus d'expats, il y a quasiment plus de demande. Les gens achètent à distance, mais c'est plus une clientèle asiatique, chinoise et hongkongaise qui achètent à distance. Mais il y a énormément moins d'expatriés en ce moment. D'ailleurs là, ils ont annoncé un lockdown de 2 semaines. Pourquoi ? Parce que pour eux, la solution, c'est le lockdown, parce qu'il n'y a pas de vaccin là-bas. Le vaccin, c'est très compliqué. Là, récemment, ils se sont mis à vendre des vaccins. Tu payes et puis après, ils te disent, bon, ben, on revient vers vous quand on l'aura. Tu te dis, mais waouh, non, mais à quel moment tu payes pour quelque chose, tu es censé avoir un rendez-vous, on te dit, ouais, ben, on l'a pas. Tu as juste payé l'éligibilité à pouvoir être vacciné, mais ce sera peut-être en novembre de l'année prochaine. Ouais. Et donc, voilà. Et donc, moi aussi, j'ai voulu me faire vacciner. Je suis allé dans des hôpitaux et on m'a annoncé que non. L'État thaïlandais contrôle tout et en moyenne, donc l'ambassade française de Thaïlande ont délivré quelque chose pour le mois de juillet comme 3000 vaccins par semaine et les médecins de Bangkok Hospital m'ont informé que ils jettent en moyenne par semaine 2800 vaccins à la poubelle parce qu'ils n'ont pas le droit de les donner. Parce que voilà, c'est la loi thaïlandaise qui veulent tout contrôler. Je sais pas ce qu'ils font avec les vaccins, mais en tout cas, il y a énormément de personnes qui veulent se faire vacciner. Et il y a énormément de vaccins qui sont jetés à la poubelle. Et donc voilà, tout ça cumulé fait que j'ai pas forcément envie de retourner maintenant. Donc je vais me faire un petit road trip de 1 an. Voilà, ouais. Retour en mode voyageur. Et puis je reviendrai plus tard quand la situation sera meilleure. Du coup, pour toi, là, les frontières vont pas réouvrir de sitôt en Thaïlande et dans l'Asie en général? L'Asie, si, mais peut-être pas tout de suite. J'aimerais retourner dans les pays d'Europe de l'Est. J'aimerais retourner un petit peu dans les pays scandinaves. J'aimerais faire les États-Unis pour la première fois puisque je ne l'ai jamais fait. Ah ouais? J'aimerais faire également, jamais, je me le suis gardé de côté comme un bon petit dessert. Ouais. Et j'aimerais faire également les pays d'Amérique latine, donc Colombie, Mexique, Philippines, et puis après aller faire un grand tour aux États-Unis. Ouais. Ouais, donc t'as encore envie de voyager, t'as beau avoir tout ce qu'il te faut, le lifestyle que tu veux, t'as encore cette envie de bouger, d'aller voir des choses, de découvrir de nouvelles cultures, et ça fait plaisir. En sac à dos aussi cette fois ou différemment? Je crois que je me suis un petit peu alourdi. Maintenant, j'ai 2 valises. Ouais. J'aime bien prendre mon temps. En fait, par le passé, je prenais mon sac à dos, je restais peut-être 3 jours dans chaque destination. Mais aujourd'hui, je suis plus en mode pépère. Je me pose dans un hôtel confortable. Je reste 1 semaine. Si j'aime bien, je reste 2 semaines. Que par le passé, c'était plus, voilà, je me mets dans des, comment on appelle ça, dans des cafés qui font un peu hôtel aussi en même temps. Des boutiques hôtels, des choses comme ça qui sont plus abordables, dans lesquelles tu vas pas rester longtemps, dans lesquelles c'est agréable de travailler, mais tu passes pas forcément un bon stay, tu vois, tu te sens bien, mais les services sont pas trop développés.
Aujourd'hui, je suis plus en mode pépère. Je m'accorde beaucoup plus de confort et je reste plus longtemps dans les hôtels. Mais d'une manière générale, le voyage, peu importe le budget, franchement, même si je devais de nouveau voyager juste avec 3 000 € par mois, je le ferais quand même parce que c'est tellement cool. Le voyage, c'est tellement une ouverture d'esprit, c'est tellement un accélérateur. Ça te fait réfléchir sur toi-même, ça te fait réfléchir sur les autres, ça te fait prendre conscience que on est tous différents et qu'il n'y a pas un seul truc qui marche, il y a plein de trucs qui marchent, il n'y a pas un endroit pour être heureux, il y en a plein. Et finalement, mon point de vue sur l'expatriation après 6 ans, c'est que tu te sentiras bien là où est-ce que tu es avec tes amis. Les amis, ça joue énormément dans ton expatriation. Moi, là, maintenant, je ne voyage que avec des amis. On est tout le temps en voyage, on est 3, 4, 5. On voyage tout le temps entre potes. Et ça, encore une fois, c'est l'avantage de travailler en ligne et d'avoir des amis qui travaillent en ligne. C'est que là, là, sur un coup de tête, là, par exemple, j'ai mon hôtel jusqu'à la fin de la semaine. Et là, on est encore en discussion. Enfin, je veux dire, on est jeudi. On est encore en discussion avec mes potes. Voilà, est-ce qu'on prend l'hôtel? Est-ce qu'on prend l'avion? On va à Madrid? Est-ce qu'on va à Malaga? Est-ce qu'on va dans les pays d'Europe de l'Est? Est-ce qu'on va dans tel pays ou dans tel pays? Ah ben, est-ce qu'on veut faire ça? Enfin, je veux dire, ce n'est plus qu'une question de choix. Et ça, c'est la liberté géographique au-delà de l'argent. Tu peux avoir tout l'argent que tu veux dans le monde, mais tu as besoin de cette liberté géographique que seul le business en ligne, à ma connaissance, peut offrir. Ok, et pas de retour en France de prévu, tu l'exclus totalement le retour en France ou tu l'imagines pour plus tard? Honnêtement, après 3 ans à Bangkok, il y a toujours une partie de moi qui me dit, il y a ma famille ici, on parle quand même ma langue, c'est quand même plus simple. Euh, Même s'il y avait un impôt qui était de 0% en France, je ne reviendrai pas. Ouais. Je ne reviendrai pas parce que les services ne sont pas développés, parce que les gens sont tout le temps à évoquer les problèmes plutôt que les solutions. Tu arrives dans un restaurant, un exemple, hein, il est complet. On va dire, ouais, non, c'est impossible. Bah, la prochaine fois, vous devriez réserver votre table. Tu vois, c'est de ta faute. En Ouais. Asie, le restaurant est complet. Ah bah, on est désolé. On espère que la prochaine fois, on aura une table pour vous. Est-ce que je peux vous montrer comment faire pour réserver? Comme ça, si vous souhaitez revenir, on vous montre comment faire. Tu vois, l'état d'esprit n'a rien à voir. En France, c'est de ta faute. J'arrive dans un terrain de golf, il est 18h. Ah ouais, mais non, mais le terrain, il est fermé. En même temps, vous arrivez, il est 18h. Je dis, bah oui, je dis, justement, les gens terminent le boulot à 18h et quand ils veulent jouer au golf, ils vont où? En fait, c'est tout ce schéma mental qui ne m'intéresse plus. En fait, je ne veux pas, je ne veux pas éduquer des gens dans leur manière d'être. Il n'y a pas de savoir-être. En fait, même si tu payes un service de dingue, tu n'as pas de service. En Thaïlande, tu ne payes pas de service et tu as les services. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, j'ai bien envie de donner à la France ce qu'elle m'a donné dans mon éducation. Mais je veux dire, au bout d'un moment, je ne vais pas me mettre dans un pays dans lequel je suis très mal reçu. Euh, Même si, enfin, je veux dire, la France, c'est quand même mon pays natal. C'est quand même un pays que j'aime. C'est quand même un pays dans lequel j'aime aller en vacances. C'est quand même le pays où habite ma famille. C'est quand même ma langue. Mais ça n'empêche que tout ça, c'est pas assez fort pour me faire rester. Même là, j'y retourne une semaine, 2 semaines, ça me gonfle hyper rapidement. L'état d'esprit des gens est très et je dis pas que c'est de leur faute, je dis simplement que le système est fait que c'est pas agréable de vivre en France et donc du coup les gens sont pas forcément de bonne humeur. Dans le sud de la France, c'est déjà beaucoup mieux. Mais par exemple en région parisienne ou à Lille, d'où je suis originaire, c'est vraiment un état d'esprit qui est pas bon. Je suis pas productif, je sais pas, je me sens beaucoup mieux à l'étranger. Ouais, je comprends totalement et c'est souvent les remarques qui reviennent de la part des expatriés français sur la mentalité française. Quand on voyage, quand on s'expatrie, on se rend compte de comment c'est ailleurs, comment les gens vivent, la mentalité qu'ils ont et forcément bah, ça nous donne un point de comparaison avec comment on est en France et c'est souvent les remarques qui reviennent effectivement. Et justement, pour conclure, je finis toujours les interviews sur les trois mêmes questions et on va parler justement des points
positifs et des points négatifs de la France par rapport aux pays que tu as visités et par rapport à la Thaïlande. La première question, c'est quel est le point positif de la France par rapport à la Thaïlande et des pays que tu as visités? Quel est le point où tu te dis ça, franchement, c'est au-dessus en France et c'est quelque chose que je ne peux pas avoir à l'étranger? Peut-être la nourriture, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, ça mange épicé en Asie, mais… Alors honnêtement, la nourriture en France est très bonne, mais honnêtement en Asie, c'est quand même mieux. Par contre, je dirais que le point en France qu'on a et que je ne vois nulle part ailleurs, même pas en Espagne, même pas en Italie, à la limite à Londres, pourquoi pas. Mais en France, on a des droits civiques. On a des droits civiques. Et tu vois, ça, je m'y intéressais pas du tout par le passé. Et en fait, quand tu vas dans des pays dans lesquels tu n'es que quelqu'un parmi tant d'autres, Ouais. où tu n'as pas de droit, eh bien là, tu t'en rends compte. Il m'est arrivé des choses en Asie, forcément, que j'ai pas envie de forcément partager ici, d'un point de vue personnel, qui te font rappeler que tu n'es pas dans ton pays et que tu n'es pas dans un pays de droit. C'est-à-dire que même si tu as raison, au final, bah, tu es blanc et eux, ils ne le sont pas et ce n'est pas ton pays. Et donc, de ce fait, dans certains cas, tu risques d'avoir des soucis même sans te les avoir créés, même sans te les chercher. Et moi, il m'est arrivé plusieurs choses qui font que les droits civiques, ça me manque. Et donc, en Asie, quand tout se passe bien, c'est merveilleux. Quand il y a un petit truc qui va mal, ça va très très mal. Donc voilà, je dirais qu'en France, moi, ce qui me manque énormément, c'est les droits civiques. On a des droits qui nous protègent et peu importe, forcément dans une certaine limite, combien d'argent ont telle ou telle personne, peu importe ta situation, tu as approximativement les mêmes droits. En Thaïlande, c'est un pays, pas de non-droit, mais c'est un pays dans lequel les plus riches ont tous les droits et les personnes lambda ont les droits qu'on veut bien leur donner. Donc voilà, je dirais que c'est aussi le système politique, même si en France, on a tendance à le critiquer beaucoup. Je ne suis pas très penché politique en France, mais ce que j'ai pu voir, comparément à d'autres pays, c'est que honnêtement, c'est quand même assez avancé. Donc, je dirais qu'en France, le système politique et les droits civiques sont vraiment deux choses qui sont quand même assez avancées comparément à d'autres pays. Et c'est important de le rappeler parce que je trouve qu'en France, c'est une des choses dont on se plaint le plus on n'a pas assez de droits, on n'a pas assez d'importance, on nous écoute pas assez, on se plaint beaucoup de la politique, mais c'est vrai que mine de rien, on est quand même vraiment protégé par rapport à d'autres pays et que effectivement, quel que soit le niveau de richesse, on est quand même à peu près tous au même niveau et que même si on peut avoir l'impression que les plus riches sont plus avantagés, oui, certes, mais à l'étranger, c'est bien plus marquant et ça fait plaisir d'entendre ça. Et du coup, à l'inverse, quel est le truc que tu as trouvé en Thaïlande et que tu n'as pas du tout en France? Tu en as déjà un peu parlé au niveau du service, mais est-ce que tu as autre chose? Est-ce que c'est ça vraiment le truc en Thaïlande que tu n'as pas en France et que tu pourras pas retrouver en France si tu quittes la Thaïlande, quoi? Alors, je dirais que c'est la facilité. Ouais, c'est la facilité d'accès au service. Je dirais que ça, c'est vraiment le point positif de ces pays. C'est que il y a une offre pour tout, à condition qu'il y a quelqu'un en face qui est prêt à le payer. Et absolument tout. C'est-à-dire qu'en Thaïlande, ou même dans d'autres pays, tu demandes quelque chose qui n'est pas écrit, qui n'est pas proposé, eh bien, on va te faire une offre. Tu vois, par exemple, c'est tout bête, tu es dans une pool party, il n'y a plus de serviettes, par exemple, de l'hôtel qui en propose, eh bien, tu demandes au staff, tu dis, bah voilà, est-ce que tu pourras aller en bas au 7-Eleven, tu m'achètes une serviette, tu reviens et puis tu peux garder le tips. Et donc du coup, s'il a envie de le faire, il le fait. S'il a pas envie de le faire, il demande à quelqu'un qui va le faire pour toi. Et donc voilà, c'est cet état d'esprit en fait. Tu vois, tout le monde est un petit peu entrepreneur dans l'âme en fait en Thaïlande. Et la Thaïlande, encore une fois, c'est pas parfait. Et je peux même rajouter un petit point, c'est l'inégalité des richesses en Thaïlande qui est énorme. Moi, personnellement, j'habite dans un appartement que j'ai acheté, qui vaut plusieurs millions de dollars. Et ça n'empêche que dans la même rue, tu as des gens qui ont des maisons qui valent même pas 10 000 dollars. Tu vois, tu as des gens, tu as une disparité
des richesses qui est énorme. Et donc, ça, honnêtement, ça fait mal au cœur. J'ai donné beaucoup d'argent aux Thaïlandais, surtout à Chiang Mai. Je les fais énormément travailler. Je donne énormément de tips. Je dirais que depuis 5 ans où j'y vais régulièrement, j'ai à peu près donné 100-150 000 euros à des Thaïs, sans rien demander en retour. Juste, tiens, de l'argent, je partage. Et je peux pas sauver tout le monde. Je peux pas changer la ville. Enfin, je veux dire, faut être sérieux un moment. Mais ça n'empêche que ça me fait quand même un peu mal au cœur. Tu vois, de voir des enfants parfois qui travaillent avec leur maman, qui sont dans la rue, qui travaillent très tôt. Voilà. Donc, je dirais que la Thaïlande n'a pas que des avantages, mais ça en regroupe plus que d'inconvénients qui me convient. Ouais, c'est vrai que moi j'ai fait Bangkok et Bangkok je l'ai traversé à pied et j'ai pas pris le métro ni rien, j'ai fait tout à pied dans Bangkok et c'est vrai qu'on passe très vite d'une rue très pauvre à une rue très riche et c'est vraiment marquant, mais c'est vrai que quel que soit le niveau de richesse en Thaïlande, moi ce qui m'avait marqué c'est, et dans les pays d'Asie en général, c'est ouais le niveau de service et surtout quand t'as un besoin, j'ai l'impression que quoi qu'il arrive, même ils ont pas ce qu'il faut, ils trouveront une solution. Et ils vont se démerder pour trouver une solution. Et c'est vrai que ça, on n'a pas ça, cette mentalité en France. Et c'est vrai que ça, c'est pour moi le gros point positif aussi de l'Asie. Et du coup, dernière question pour terminer cette interview. Si là, tu l'as déjà bien fait, mais si tu avais là 30 secondes pour vendre la Thaïlande et donner envie aux gens qui nous écoutent de venir s'installer en Thaïlande, qu'est-ce que tu dirais? Je leur dirais que c'est un pays dans lequel vous pouvez vous concentrer sur votre business, sur ce qui est réellement important pour vous. Je dirais que la Thaïlande, c'est un endroit dans lequel vous serez bien reçu, à condition de savoir également être flexible sur l'état d'esprit, savoir accepter ce qui est différent. Et je pense que c'est un pays qui a beaucoup de choses à offrir. C'est un pays dans lequel vous pourrez faire de l'argent en ligne et dépenser votre argent en Thaïlande. Je pense que c'est un pays dans lequel la fiscalité vous permettra de vous développer d'un point de vue business plus rapidement. Je pense que c'est un endroit dans lequel vous trouverez de bons établissements, que ce soit en daytime ou en nighttime. Tu peux vraiment profiter tous les jours. C'est un pays dans lequel tu peux voyager assez rapidement, changer totalement de décor. En 1 heure, tu prends un avion, tu es dans les îles. En 1 heure, tu prends un avion, tu es dans la montagne. En 5 minutes, tu es dans la jungle. Les gens sont honnêtement accueillants d'une manière générale, même si dans les endroits très touristiques, ils commencent à être un petit peu fatigués, ce que je peux comprendre. Mais d'une manière générale, c'est un endroit dans lequel vous vous sentirez bien. C'est une bonne balance entre beaucoup de choses. Tout n'est pas parfait, mais c'est une très bonne balance finalement. Quand on se rend compte des inconvénients et des avantages, honnêtement, ça vaut vraiment le coup. Top. Je pense que tout est dit. Merci à toi d'avoir répondu à mes questions. Merci d'avoir pris le temps aussi de venir sur une petite chaîne et de donner de ton temps. Moi, je suis admiratif de tout ce que tu as fait. Moi, je t'ai découvert il y a quelques années quand tu faisais des vidéos sur la Thaïlande, sur le coût de la vie en Thaïlande, et c'est ce qui m'a donné envie de partir aussi. Donc juste bravo pour ton parcours, bravo pour ta réussite, et bravo aussi pour l'humilité que tu as, vraiment, parce que dans le business en ligne, tu es quelqu'un, tu as fait des choses, tu as fait beaucoup de choses, et tu prends le temps quand même d'écouter, d'être en contact, de parler avec des petits entrepreneurs, avec des gens qui ont des petites chaînes comme moi, et ça fait plaisir. Donc je tenais à le dire, vraiment merci à toi. Du Merci coup, toi aussi. pour toutes les personnes qui nous écoutent, qui regardent cette vidéo, où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur quel réseau? Tu as sorti un livre aussi récemment, libre, qu'on peut trouver sur Amazon, qui cartonne. Où est-ce qu'on peut te retrouver sinon pour en savoir plus sur toi? Bon, t'as tout dit. C'est globalement YouTube, c'est globalement mon petit livre que j'ai sorti il y a pas longtemps. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal, une petite chaîne YouTube et puis un petit livre tranquillou. Et puis pour rebondir sur le fait que j'accorde du temps à tout le monde, franchement, moi aussi j'aime beaucoup ton parcours et j'aime beaucoup l'état d'esprit que tu as. J'aime aussi beaucoup le business que tu as choisi et je me retrouve énormément en fait dans ton état d'esprit et je trouve même que tu es comparément à tes débuts dans ta carrière d'entrepreneur, je trouve que tu as un état d'esprit qui a plus vite évolué que moi à mes débuts. J'ai mis plus de temps à arriver niveau état d'esprit où je pense, où là aujourd'hui tu en es par rapport à tes débuts. Donc voilà, j'aime beaucoup ce que tu fais aussi. Et puis peu importe le nombre d'abonnés que tu as, que ce soit aujourd'hui, dans 5, 10, 15, 20 ans, j'apprécie ta personne à titre perso
Et donc, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. Je refuse des interviews, pas plus tard qu'avant-hier, de personnes qui ont des grosses chaînes YouTube parce que je me retrouve pas dans leur état d'esprit. Mais j'espère qu'ils auront pas trop les crocs en voyant, en voyant qu'on fait une vidéo ensemble. Mais voilà, c'est avec grand plaisir, Clément. Et bah, ça fait plaisir. Merci à toi. Et puis, je te souhaite le meilleur pour cette année en dehors de la Thaïlande, du coup. Ouais, merci beaucoup. Mais à toi aussi, plein de succès et puis plein de ventes de livres. Yes. Voilà, cette discussion avec Théophile est terminée. Si elle vous a plu, je vous invite à liker cette vidéo. Ça permet de soutenir le projet, ça permet de soutenir la chaîne. Et n'hésitez pas aussi à mettre toutes vos impressions, toutes vos remarques, tout ce que vous avez pensé de cette interview dans les commentaires. Et abonnez-vous à cette chaîne si vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos. D'ailleurs, le podcast pour cette saison est terminé. Donc la semaine prochaine, on revient avec un nouveau format, avec de nouvelles vidéos, avec de nouvelles choses. Donc on se dit à la semaine prochaine.